Merci beaucoup vraiment de cette opportunité que vous me donnez de revenir sur cette première année du mandat de Son Excellence le Président Bazoum. Et je voudrais, avant d'arriver même à votre question, rappeler que le Président Bazoum avait battu campagne en tant que candidat du PNDS Taraya et sous la bannière aussi d'un programme, le programme de Renaissance Acte 3. Programme de renaissance dans lequel il a pris un certain nombre d'engagements pour battre campagne. Et ces engagements ont été déclinés au sein de la déclaration de politique du gouvernement que Son Excellence le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a présenté à l'Assemblée nationale en mai 2021. Et je voudrais rappeler qu'il y a 7 engagements principaux. Et notamment, le premier, et pas des moindres, c'est la sécurité et la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la consolidation des institutions de la République, le développement du capital humain, la modernisation du monde rural, les infrastructures économiques, l'exploitation des potentialités économiques et la solidarité, notamment en direction des catégories vulnérables. Donc, vous voyez, cela a été la boussole pendant toute l'année. Mais mieux, je voudrais rappeler qu'au moment de l'investiture en avril 2021, il a choisi quelques priorités sur lesquelles il faut mettre l'accent. C'est d'abord l'éducation. L'éducation, et c'est aussi la bonne gouvernance, et c'est la sécurité. La sécurité des personnes et des biens. Je voudrais principalement m'appesantir sur ces 3 grandes priorités. La priorité, nous avons vu que tout au long de ces 12 mois, le président Bazoum en a fait son cheval de bataille. Il était sur tous les fronts, allant de Difa à Lanzuru, où il s'est rapproché des populations qui ont été impactées pour connaître leur vécu et voir quelles sont les dispositions qu'il y a lieu de prendre. Il a aussi rencontré les responsables en charge de la sécurité de notre pays. Et ayant pris le pouls, nous avons vu les dispositions qu'il a eu à prendre pour faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité soient bien outillées en termes de formation, bien outillées en termes d'équipement. Tout récemment, il s'est rendu lui-même en Turquie pour voir quelle est la nature des équipements avec lesquels on peut équiper les FDS. Il y a aussi le bien-être de ces forces de défense et de sécurité. 2021, début 2022, nous avons vu l'opérationnalisation du WACAF qui a été amorcée afin de soutenir les populations et surtout afin de soutenir les familles et de ces forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ de bataille. Aujourd'hui, sa préoccupation pour la sécurité ne concerne pas que notre pays. Il a pris en charge la sécurité de toute la sous-région, notamment la bande sahélo-saharienne. Il est devenu l'ambassadeur de la sécurité pour nous ici en Afrique. Et c'est fort heureux de constater ce qui étonne tout le monde. Comment se fait-il qu'avec toutes les frontières que nous avons, qui ont des problèmes de sécurité, parlant du Mali, du Nigeria, du Burkina, de la Libye, mais Dieu merci, notre pays se porte bien dans le domaine de la sécurité. Donc cela, c'est compte tenu de toutes ces dispositions que le président Bazoum a eu à prendre. Et il y a le renforcement des capacités, il y a le renforcement des effectifs, il y a le renforcement de tout le dispositif. Toujours dans le domaine de l'éducation, vous avez l'aspect de la scolarisation et du maintien de la fille à l'école, où aujourd'hui, ce sont les internats qui reviennent. Moi, je connais les bienfaits de l'internat. J'ai fait l'internat de la classe de la 6e à la classe de terminale. Et peut-être si je suis à ce niveau, c'est parce que justement, il y a eu ce dispositif qui ont fait qu'un cadre est créé pour qu'on puisse améliorer l'apprentissage. Vous vous rappelez que dans les années 80, avec le boom de l'uranium, donc vraiment c'était la base
de notre économie. Et on avait deux sociétés minières, c'était l'uranium, les prix étaient intéressants et le Niger était compté parmi les premiers grands producteurs mondiaux de l'uranium. Malheureusement, avec la catastrophe de Fukushima, les prix sont tombés à un niveau vraiment inimaginable, de telle sorte que c'est devenu une grande préoccupation. Une économie qui pendant longtemps est basée sur les retombées de l'uranium et qui se retrouve être maintenant délestée de cette retombée, il va de soi qu'il va falloir qu'elle se restructure. Et c'est dans cela que le ministère des Mines s'est engagé. C'est ça que j'ai trouvé au moment où je suis venue, c'est de dire au-delà de l'uranium, qu'est-ce qu'il va faire et valoir en termes de ressources qui peut contribuer dans l'économie nationale. Et c'est ainsi que parmi les principaux défis que nous avons trouvés, c'est cette question de diversification. Diversification en termes de minerais, parler d'autre chose que de l'uranium. Diversification en termes de partenaires, parler d'autres partenaires que du partenariat avec la compagnie française qu'a été Areva, devenue Orano. Ensuite, pour diversifier, il faut connaître qu'est-ce que nous avons comme potentiel. Si ce n'est pas que l'uranium, nous avons quoi? C'est vrai qu'on connaît l'or à travers la société des mines du Liptako, qu'on sait qui a vécu et qui vit encore des problèmes. On sait qu'on parle beaucoup d'orpaillage, mais l'orpaillage, c'est le secteur informel. On ne voit pas les retombées dans l'économie nationale. C'est vrai que ça occupe plein de main-d'œuvre, mais aujourd'hui, quand vous demandez au niveau du ministère des Finances que rapporte l'or, on va vous dire des miettes. Donc, c'est connaître au-delà de l'uranium, au-delà de l'or, qu'est-ce que l'on peut trouver comme ressources naturelles. Le pétrole, c'est vrai. Quand on parle des mines, on ne parle pas du pétrole. Mais le pétrole est aussi une ressource naturelle. Nous avons du phosphate. Un pays qui vit à 90% de l'agriculture, on ne peut pas avoir de phosphate et l'ignorer. Parce que le phosphate, c'est aussi de l'engrais pour la culture. Nous avons du cuivre, nous avons de l'aluminium, nous avons du gypse, nous avons du bentonite, nous avons des terres rares, nous avons du lithium. Lithium, c'est un minerai d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des téléphones, vous avez, comment je peux l'appeler, des radios, etc. Mais ça, c'est le minerai d'avenir. Mais tout cela, tant que nous ne connaissons pas la profondeur et la nature de nos minerais, nous ne pouvons pas les faire valoir. Donc, ça, c'est aussi un défi. Connaître la nature et la profondeur de nos richesses. Le troisième défi, c'est les moyens. Pour connaître, il faut entreprendre des recherches, il faut entreprendre des études. Pour connaître aussi, il faut suivre tous les permis de recherche que nous donnons. Parce que quand vous donnez des permis de recherche, c'est laisser au bon vouloir de celui qui a le permis de venir vous dire qu'est-ce qu'il a trouvé. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des moyens pour être sur le terrain, pour suivre ce qui se fait, afin que vous puissiez avoir des données que vous allez cartographier et dire aux investisseurs, venez au Niger, voilà ce que vous allez trouver. Donc ça, ce sont des grands défis, mais des défis qu'on ne peut pas adresser en un an. Donc ça demande qu'on s'organise, qu'on développe une sorte de plan d'affaires afin d'essayer de voir comment valoriser toute cette richesse naturelle. Tenant compte donc des défis que je viens d'énumérer, notre premier travail, c'est de regarder quel est l'existant. Et l'existant que nous avons trouvé une administration centrale très large, avec 10 directions régionales très réduites, parce qu'il y a même des directions où il n'y a que le directeur, pas de secrétaire, pas de chauffeur, et une seule direction départementale. Alors, nous avons fait des débats et nous nous sommes dit comment relever les défis sur la base de l'analyse que nous avons eu à faire.
Si nous voulons suivre les exploitants miniers, il faut être sur le terrain. Donc, il faut créer des directions départementales, il faut étoffer les directions régionales. Mais dans la mesure où immédiatement, nous ne pouvons pas faire des recrutements, donc nous nous sommes recentrés au niveau central et nous nous sommes élargis au niveau déconcentré. Et c'est comme ça que les 2/3 de l'effectif que nous avons trouvé ici, nous l'avons redéployé pour étoffer les 8 directions régionales. Nous avons créé 5 directions départementales tenant compte de là où nous avons des grands potentiels. C'est notamment la région d'Agadez, la région de Tillabéri et dans une moindre mesure la région de Maradi, où déjà là-bas nous savons qu'il y a d'importantes activités minières. Maintenant, lorsque nous avons fini cet aspect, nous avons aussi regardé notre budget. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons que le budget de fonctionnement stricto sensus. Donc là, nous avons développé notre document de programmation pluriannuel afin d'envisager la prise en compte d'un fonds de recherche. Parce que pour élargir notre connaissance géologique et géophysique, il nous faut entreprendre des études, il nous faut entreprendre des recherches. Et c'est ainsi que nous avons pu plaider et avoir un fonds de recherche qui a abondé notre budget à hauteur de 1 milliard. Ensuite, nous nous sommes dit, avoir du personnel sur le terrain, c'est bien beau, mais il faut aussi qu'il puisse se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Jado, c'est plein d'opérateurs qui ont des moyens. Vous ne pouvez pas envoyer un seul agent peut-être avec une moto. Donc, nous avons engagé aussi un processus avec les projets qui travaillent avec nous et dans le cadre de notre budget aussi pour avoir des moyens de fonctionnement afin d'être physiquement sur le terrain. Donc ça, c'est le côté institutionnel. Maintenant, en termes de moyens de travail aussi, nous avons revisité notre code minier. La politique minière a été adoptée en 2020. Donc, il y a eu des nouveautés par rapport à cette politique minière qui n'ont pas été prises en compte dans le code minier. Et lorsque aussi nous avons regardé le code minier, celui-ci a fait l'objet de beaucoup de modifications, de telle sorte qu'il était difficile, en tout cas pour un nouvel opérateur qui vient, de comprendre à l'intérieur d'un seul document quelle est la nomenclature légale et réglementaire avec laquelle il peut travailler. Donc nous avons procédé à la révision du code qui, fort heureusement, a été adopté en Conseil de ministres et aujourd'hui, il est au niveau de l'Assemblée. Nous attendons les discussions de l'Assemblée. Nous avons aussi essayé de regarder pendant longtemps. Toute la réglementation était basée sur l'exploitation uranifère. Aujourd'hui, il y a l'or, il y a les autres minerais dont je vous ai parlé. Donc nous avons regardé aussi la nomenclature tarifaire afin d'essayer d'avoir une certaine équité par rapport à tout ce qui est taxes et redevances minières. Donc voilà, et maintenant du point de vue concret, vous savez, quand vous avez les défis tels que je les ai annoncés, c'est difficile en un an de dire voilà des résultats. Mais c'est un processus. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout opérateur qui vient ici, il sait qu'il vient dans un environnement nettoyé, clair, transparent, où n'importe quel agent peut lui dire la même chose et il n'y a pas de double langage. Nous avons notre cadastre minier qui est unifié. Avant, on avait 2 cadastres. Un cadastre pour les carrières et les exploitations semi-mécanisées et un cadastre pour les grandes exploitations, les permis de recherche, etc. On a tout rassemblé, on a un seul cadastre. On a mis ce cadastre en ligne. Donc, qui que vous soyez, vous utilisez ce lien, vous pouvez savoir quel est l'espace occupé, quel est l'espace inoccupé. Donc, il n'y a plus d'occasion d'allouer le même espace à 2 opérateurs différents, qui est source de conflit. Donc ça, je pense que c'est une grande avancée.
Nous avons pu, en l'espace d'un an, octroyer des permis sans conflit. Parce que nous avons trouvé plein de conflits, des riens, des discussions entre opérateurs qui se disent « j'ai le même arrêté que tel autre ». Alors, il y a des dossiers qui sont allés jusqu'au niveau de la justice. Pour l'année 2021, cela n'est pas possible. Nous avons eu aussi à faire des mises en demeure. C'est une première. Ça veut dire qu'il y a un suivi. Quand on regarde que vous ne respectez pas la réglementation, immédiatement vous êtes saisi. Nous avons trouvé ici des opérateurs qui peuvent faire 1 an sans faire de rapport d'activité. Maintenant, vous faites 3 mois. Les rapports sont trimestriels. À la fin du 4e mois, votre rapport ne tombe pas. Le 5e mois, vous avez une mise en demeure. Et vous savez qu'à n'importe quel moment, on peut vous retirer votre autorisation. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons compter à l'actif de cette première année, pendant laquelle nous avons eu à octroyer près de 10 autorisations de prospection. On peut dire que ce n'est pas important, mais vous savez, pour la prospection, c'est 1 an. Au bout d'1 an, vous revenez maintenant demander des permis de recherche et nous avons pu octroyer 37 permis de recherche. Et pour des minerais différents, donc ce n'est pas uniquement l'uranium, nous avons l'or, le fer, le charbon, etc. Nous avons donné 33 agréments à la commercialisation parce que pour nous, c'est notre façon de suivre les orpailleurs. Comme eux ne viennent pas faire des déclarations, ceux qui ont des agréments à la commercialisation, ils sont auprès de ces orpailleurs pour acheter leur production et eux ont obligation donc de rendre compte au ministère et cela nous permet de suivre un peu la production. Et ainsi, nous avons pu, à côté de la production industrielle annuelle qui n'est que de 407 kg d'or, nous avons 3000 tonnes estimées de production et d'or artisanal. Donc, nous pensons que cette avancée, si nous continuons dans ce sens-là, avec les autorisations semi-mécanisées, nous pouvons peut-être de plus en plus avoir beaucoup plus de retombées dans l'économie nationale. Les perspectives, il y en a à moyen terme, il y en a à long terme. Quand on parle de l'exploitation minière, un des grands soucis, c'est la préservation de l'environnement. Vous avez vu qu'en 2020, nous avons décidé de la fermeture de la mine d'exploitation de la Cominac. Parce que le minerai est arrivé en fin de vie. La Cominac, c'est une mine souterraine. C'est la plus grande mine souterraine, en tout cas en Afrique, je ne sais pas au monde. Et c'est la première fois que nous fermons une mine. Donc là, la préoccupation de réaménagement de sites est devenue très criarde. Il faut faire comme si il n'y a jamais eu des trous là où la mine a existé. Donc, il faut tout remblayer, il faut démonter la mine et il faut rétablir le cadre. En tout cas, faire comme si rien n'a été, même si on ne peut pas le faire à 100%, au moins s'approcher 80-90%. Donc, dans notre perspective, ça c'est une grande préoccupation. En 2021, vous avez vécu les problèmes que nous avons eus à Maradi par rapport à un site d'orpaillage informel où le gouvernement a décidé de la fermeture de ce site informel. D'abord, cela ne s'est pas fait dans les règles et lorsque nous sommes allés, normalement l'orpaillage, quand vous faites vos trous, c'est maximum 5 à 10 mètres. Nous avons trouvé des trous de 50 mètres et ce qui devait arriver arriva. Des éboulements,
des pertes en vies humaines. Donc ça, c'est le souci de l'exploitation minière, surtout de type artisanal. Donc, comment sauvegarder les vies humaines, comment sauvegarder l'environnement. Donc, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Environnement pour avoir un cadre formel pour cette prise en charge. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est la prise en compte du contenu local. Qui dit contenu local, dit la prise en compte des opérateurs locaux. Parce que les investisseurs qui viennent, la plupart du temps, ce sont des investisseurs étrangers. Et parfois, ils vont vouloir venir avec des expertises étrangères. Dans notre code, nous prévoyons que la primauté revient aux expertises locales, nigériennes. Vous ne pouvez faire valoir des expertises étrangères que dans la mesure où cette expertise n'existe pas au Niger. La prestation de services aussi, vous devez favoriser les entreprises nigériennes. Ensuite, il y a la prise en compte du développement local. Quand vous intervenez dans une communauté, vous devez avoir une certaine contribution au-delà des retombées par rapport à la redevance minière pour lesquelles il est prévu une ristourne de 15% à l'endroit des communes impactées. Nous nous attendons à ce que les investisseurs aussi développent des plans de développement sociaux pour vraiment renforcer leur contribution au développement local. Donc par rapport au contenu local aussi, je pense que ça concerne les industries extractives. Donc c'est autant les mines, c'est aussi le pétrole. Ensemble, nous allons essayer dans nos perspectives pour voir comment est-ce que nous allons développer une politique et des modalités pour une prise en compte claire de ce qui est le contenu local. Maintenant, nous avons les établissements dangereux, insalubres et incommodes, ce que nous appelons dans notre jargon les EDI. Vous avez dans un quartier, vous venez dans un quartier, vous allez voir à chaque 5 mètres, c'est une station de service, c'est un exploitant de gaz, etc. Donc, c'est ce genre-là que nous appelons les EDI. Là aussi, il nous faut, avec le ministère du pétrole, développer une stratégie pour le suivi et le contrôle de ces établissements qui constituent aussi des dangers publics. Nous avons, vous savez, dans l'exploitation minière, il y a l'utilisation des produits chimiques, il y a l'utilisation des explosifs. Donc tout cela, c'est une grande préoccupation pour nous. Autant nous cherchons cette diversification, autant nous voulons aussi assurer la sécurité des personnes et des biens pour que l'activité minière puisse être intégrée vraiment dans les communautés sans qu'il y ait des dangers par rapport à ces communautés. Un autre aspect, je pense, non des moindres, c'est de renforcer les capacités. Renforcer les capacités techniques au niveau des acteurs. Et avec l'ampleur qu'a pris leur paillage, je pense qu'il y a un besoin d'encadrement de ce secteur. Comment amener ces acteurs à être un minimum professionnel? Aujourd'hui, quand vous venez dans notre ministère, nous disons d'abord, c'est vrai, c'est premier venu, premier servi, mais ce premier venu, qui est-il? Comment arriver à faire en sorte que le secteur privé nigérien s'intéresse à l'exploitation minière? Pourquoi laisser ce secteur uniquement dans les mains des investisseurs étrangers? Nous nous sommes dit que le secteur privé doit s'organiser, doit s'intéresser à cette activité, quitte à chercher à faire des jointes ventures avec des investisseurs étrangers. Vous avez la connaissance du milieu, c'est un atout, il faut le faire valoir, pendant que les autres vont amener peut-être leur expertise financière et technique et ensemble constituer vraiment un avantage nigérien. Je pense que c'est un souci. Le deuxième aspect aussi, chaque fois
surtout dans les localités éloignées telles que le Jadon, on va nous dire que toutes les autorisations semi-mécanisées, nous les donnons aux étrangers. Ça peut être vrai. Mais quand on regarde dans nos dossiers, ce sont des entreprises nigériennes. Mais ce sont des entreprises nigériennes qui sont montées aussi ensemble avec d'autres. Malheureusement, mes compatriotes sont devenus des prête-noms. On crée la société et après on se lave les mains. Ce sont les autres qui sont sur le terrain, de telle sorte que tout ce qui est exploité nous échappe. Parce que c'est d'autres qui en font leur affaire. C'est vrai que nous avons un grand marché avec la ZLECAf. Mais ce marché, il faut que nous puissions être dominants quand il s'agit du Niger. Parce que ce que nous pouvons faire au Niger, nous ne pouvons pas aller peut-être faire au Ghana, faire la même chose. Donc prenons cet avantage pour intéresser les Nigériens à être au devant de la scène quand il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles.